Médecin de Reddit, quel est votre diagnostic le plus déchirant? Dentiste ici. Un jeune de 18 ans avait besoin soit d'un dentier, soit de 30 000 $ pour une reconstruction complète avec des couronnes. Il souffrait d'hypoplasie génétique de l'émail, ce qui rendait ses dents extrêmement fragiles. Résultat, elles étaient réduites à de simples moignons. Quand j'ai expliqué la situation à lui et à ses parents, ils ont éclaté de rire en entendant le prix et ont dit « Eh bien, on va laisser tes dents tomber et tu auras un dentier plus tard. » Le gamin avait l'air dévasté. J'étais tellement attristé par son cas que quelques jours plus tard, j'ai contacté la famille pour leur proposer de faire tout le travail gratuitement, en guise de geste de charité. Ils m'ont dit qu'ils allaient réfléchir, mais ils ne m'ont jamais rappelé. J'ai essayé de les recontacter à plusieurs reprises, sans succès. Cela fait 1 an, et j'y pense encore souvent. Pourquoi les soins dentaires coûtent-ils si cher aux États-Unis? Quelqu'un m'a demandé pourquoi un ensemble de couronnes coûtait 30 000 $, alors qu'il avait pu se faire poser un implant pour seulement 1 000 $ en Colombie, dans un cabinet propre et professionnel. La réponse est simple, une reconstruction complète de la bouche avec des couronnes est plus longue et plus laborieuse qu'un haut long four. Un haut long four, 4 implants pour supporter une prothèse complète, me prend environ 2 heures et coûte 15 000 $. En revanche, refaire 28 dents, avec des couronnes à 1 500 $ l'unité, prend plus de 8 heures de travail et revient à environ 30 000 $. Mon père est oncologue. Il m'a raconté l'histoire d'une femme qui a refusé son traitement contre le cancer parce que son mari l'avait menacé de la quitter si elle perdait ses cheveux. Il était sa seule famille, et elle avait trop peur de le perdre. Mon père a essayé de la raisonner, lui a même proposé de parler directement à son mari, mais elle a refusé. Puis elle a disparu pendant 6 mois. Quand elle est revenue, son état s'était aggravé, et son mari l'avait quittée. Elle voulait maintenant se soigner, car elle n'avait plus rien à perdre. Malheureusement, il était trop tard. Elle est décédée à 25 ans. Ce qui est encore plus tragique, mon père m'a confié qu'il avait vu ce genre de situation plusieurs fois. Je suis ergothérapeute. Un de mes patients a été diagnostiqué avec un AVC sur simple examen clinique, sans IRM, et renvoyé chez lui sous traitement. Quand je l'ai vu quelques jours plus tard, il semblait pire que ce qui était indiqué dans son dossier. Je l'ai aidé dans quelques tâches simples, comme faire du thé ou plier du linge. Le vendredi, il allait encore à peu près bien. Le lundi suivant, j'appelle pour prendre des nouvelles. Il allait encore plus mal et avait dû emménager chez son frère pour ne pas rester seul. Quand je l'ai revu mardi, il bloquait au milieu des phrases, était incapable d'enlever son bonnet sans s'arrêter plusieurs fois et devait être nourri par son frère. Ça n'était pas un AVC. Je l'ai immédiatement renvoyé aux urgences. En quelques jours, il ne pouvait plus parler du tout. En 2 semaines, il était décédé. Le diagnostic final est tombé 1 mois plus tard, maladie de Creutzfeldt-Jakob, MCJ. C'est l'une des pires maladies que l'on puisse voir. Je ne la souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Technicien de laboratoire en bactériologie ici. Dès qu'on reçoit un échantillon de liquide céphalorachidien, LCR, suspecté de contenir la maladie de Creutzfeldt-Jakob, une tension immédiate s'installe dans le labo. C'est en haut de notre liste des échantillons avec lesquels il ne faut pas plaisanter. On l'appelle le syndrome Tocho. Ces histoires sont glaçantes. La plupart des gens connaissent la trisomie 21, le syndrome de Down. Mais il en existe d'autres, comme la trisomie 18, syndrome d'Edwards, et la trisomie 13, syndrome de Pato. Les enfants nés avec le syndrome de Pato ont très peu de chances de survie, même avec un traitement médical. Le plus long cas que j'ai vu a survécu à peine plus de 2 mois en soins intensifs néonatales. Certains rares cas rapportés ont atteint 19 ans, mais c'est exceptionnel. Dans la plupart des pays, les gens ont le choix d'interrompre la grossesse pour éviter aux parents et à l'enfant des souffrances prolongées. Mais dans mon pays, l'avortement est illégal. Alors je vois des mères faire de leur mieux pour mener à terme un bébé avec une condamnation à mort annoncée. Junior sur un Edouard. Mon patron me confie un cas simple. Un homme se plaint de maux de tête et d'un ralentissement de la parole. Je découvre qu'il a récemment perdu sa fille d'un cancer. Mon patron pense que c'est une dépression. Mais en l'examinant, quelque chose me semble anormal. Je demande un scanner cérébral, pensant à un AVC. Verdict, cancer du cerveau. Il est mort en moins d'1 an, laissant derrière lui sa femme et son fils de 18 ans. La vie est précieuse. Sa femme a perdu son enfant et son mari. Comment se remet-on de ça? J'étais opérateur radio pour une grande université. Juste avant Noël, un étudiant a eu un accident de voiture très grave et a été placé sous assistance respiratoire à l'hôpital universitaire. Les médecins ont dit à sa famille de venir lui dire adieu. Ses grands-parents sont arrivés les premiers et attendaient à son chevet. Mais sur le chemin, ses parents ont perdu le contrôle de leur voiture sur une plaque de verglas. Ils se sont écrasés et sont morts sur le coup. J'ai dû envoyer un officier prévenir les grands-parents.
alors qu'ils étaient en train de veiller leur petit-fils mourant, que leur fils et leur belle-fille venaient de mourir. Même l'agent qui a fait la notification n'allait pas bien pendant plusieurs jours après ça. C'est atroce, mais ce genre d'événement arrive. Arrêtez de grimper sur les trains. Je travaille dans les urgences et devoir annoncer aux parents que leur enfant est mort d'une bêtise est l'une des pires choses à faire. Dernièrement, beaucoup de jeunes meurent électrocutés en grimpant sur des trains. S'il vous plaît, arrêtez. J'ai lu des centaines de rapports de police dans mon travail. Il y a des choses stupides et il y a des choses stupides et mortelles. Grimper sur un train, sauter d'un pont, courir sur une autoroute. Ce sont des morts évitables. La démence est sous-estimée. Quand elle est avancée, votre proche devient un étranger. C'est un mélange de culpabilité, tristesse, frustration et incompréhension. Ma grand-mère savait qu'elle allait mal, mais elle oubliait pourquoi chaque jour. Mon dernier souvenir d'elle, elle était allongée, fixant le plafond. Elle ne bougeait pas. Elle ne parlait pas. Elle attendait juste que tout se termine. Le médecin lui a mis une perfusion de morphine. Elle s'est endormie, et c'était sa dernière sieste. Juste avant, elle m'avait dit « Et mon chéri, où étais-tu? Tu vis toujours avec ta mère ?» J'avais 32 ans. Je n'avais pas vécu avec ma mère depuis mes 2 ans. Je suis ex-technique chirurgicale. La première vague de Covid a suspendu toutes les chirurgies non essentielles, y compris les cancers. J'étais spécialisé en gynécologie. Quand on a enfin eu l'autorisation d'opérer une patiente de 70 ans, il était trop tard. 10 minutes après le début de l'opération, on a compris qu'elle était condamnée. Si on avait pu l'opérer 6 semaines plus tôt, elle aurait eu une chance. Je n'ai jamais compris pourquoi le cancer n'était pas une priorité. Devoir justifier des interventions vitales devant des administrateurs sans formation médicale, juste pour obtenir 90 minutes de bloc opératoire, ça m'a rendu folle. J'ai perdu tellement de patientes à cause de ça. La sclérose latérale amyotrophique, SLA, est une vraie merde. Ma mère en est morte l'année dernière. C'est une maladie horrible. Certaines histoires restent en vous pour toujours. Leur cerveau fonctionne toujours, mais à la fin, ils perdent toutes leurs fonctions motrices. Le plus déchirant, c'est quand mon test génétique est revenu positif pour la mutation menant à la SLA. Je travaille sur Huntington avec un neurologue consultant. Il m'a dit que l'une des choses les plus dures qu'il ait eu à faire était d'essuyer les larmes d'un homme à qui il venait d'annoncer une SLA, parce que cet homme n'avait plus la capacité de le faire lui-même. Je fais des tests génétiques pour la mutation responsable de Huntington. Rédiger un résultat positif pour quelqu'un qui ne présente encore aucun symptôme revient à signer une condamnation à mort. Il n'existe actuellement aucun traitement, mais il y a des avancées prometteuses sur les gènes modificateurs d'expansion. On espère bientôt trouver quelque chose pour ralentir la maladie. Le syndrome d'enfermement, les rares fois où je l'ai vu, le patient pouvait seulement cligner des yeux et pleurer. Il devait écouter sa famille se disputer sur le moment et la manière de le laisser partir. J'y pense souvent. Je suis avocat en accident du travail depuis longtemps. Je suis d'accord, le syndrome d'enfermement est le pire handicap que j'ai jamais rencontré. Tous mes collègues qui ont eu ce type de dossier sur leur bureau pensaient la même chose. Je ne suis pas médecin, mais infirmière aux urgences. Je déteste quand nous découvrons un cancer chez quelqu'un qui vient pour un symptôme vague. Du sang dans les urines, cancer de la vessie. Difficulté à uriner, cancer de la prostate. Un scanner abdominal, des nodules sur les poumons. Le pire, c'est qu'on ne peut pas confirmer à 100% que c'est un cancer sur le moment. On doit juste annoncer la mauvaise nouvelle et dire aux patients de faire des examens complémentaires. L'attente pour savoir si c'est grave doit être terrible. Ma pire patiente était une femme d'une trentaine d'années. Elle venait de vaincre un cancer du sein. Son mari était mort. Elle n'avait pas d'enfant. Son seul parent restant, sa mère, venait de mourir d'un cancer des ovaires. Elle est venue pour des douleurs abdominales. Au scanner, on a trouvé une masse sur l'ovaire. Quand on lui a annoncé la nouvelle, elle avait l'air si seule et dévastée. Je ne suis pas du tout câline, mais c'est le plus long câlin que j'ai donné à un patient de toute ma carrière. Mon seul symptôme était une démangeaison sur tout le corps. C'était un lymphome stade 4. Je vais bien aujourd'hui, mais oui, le cancer, c'est une putain de saloperie. Bébé, les patients en oncologie pédiatrique, tout simplement. J'ai compris cela lors de ma première garde en cancérologie pédiatrique. On m'a demandé de poser une voie intraveineuse et de prélever du sang sur une petite patiente. Plus un enfant est jeune, cachectique et a reçu des années de traitement, plus c'est difficile. J'avais l'habitude des enfants qui pleurent et hurlent à la vue d'une aiguille. Mais cette fillette m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Doc, t'inquiète pas. Je vais pas me battre. C'est ma vie. Fais le juste. » Elle n'a pas bronché et a recommencé à scroller sur son iPad. C'est là que j'ai compris. Pour eux, la normalité, c'est les aiguilles, les docteurs inconnus, les pleurs des autres enfants, les lits d'hôpital. Tous les médecins se désensibilisent avec le temps.
Mais savoir que des enfants aussi jeunes sont déjà insensibles à tout ça, ça m'a brisé. J'ai soigné quelqu'un qui s'est fait opérer de l'abdomen, mais, pendant l'opération, son flux sanguin vers la moelle épinière a été coupé. Il s'est réveillé paralysé à partir de la poitrine. C'est une erreur médicale ou un malheureux accident? J'étais encore étudiante à l'époque, donc je ne sais pas. Mais maintenant, en travaillant en rééducation avec des patients gériatriques, je vois beaucoup de complications post-opératoires imprévisibles et irréversibles. Toutes les chirurgies comportent des risques, et plus on vieillit, plus ces risques augmentent. 19 ans. Ablation totale de l'utérus à cause d'un cancer agressif. Elle est morte sur la table d'opération. Je suis gynéco-oncologue. Je ne m'y habituerai jamais. Je me souviens d'un cas, il y a longtemps, une jeune femme essayait de tomber enceinte. Elle avait un gonflement abdominal et des tests de grossesse positifs. Mais elle se méfiait des médecins et n'a jamais consulté pour un suivi prénatal. Elle s'est présentée après s'être effondrée. On a découvert des fractures de la colonne thoracique dues à des métastases et des métastases hépatiques. Sa tumeur ovarienne et l'acide la faisaient paraître enceinte de 40 semaines. Je me souviens de son mari lui rasant la tête avant qu'on ne commence la chimio. Déchirant. Je ne me souviens pas du type exact de cancer, mais je pense que c'était une tumeur du sac vitella. Un autre cas, une choriocarcinome après un accouchement normal. D'habitude, la maladie trophoblastique gestationnelle arrive après une grossesse molaire, mais cette patiente avait eu un bébé en bonne santé quelques mois avant le diagnostic. Elle a fait un AVC et est décédée à l'hôpital. Une infirmière retraitée d'une soixantaine d'années. Elle présentait des troubles cognitifs rapides et des mouvements étranges. Le bilan a révélé une maladie de Creutzfeldt-Jakob. Elle était encore assez lucide pour comprendre le diagnostic. Elle s'est tournée vers son mari et a simplement dit « Je suis désolée pour ce que je vais te faire endurer ». Elle est sortie en soins palliatifs et est morte quelques semaines plus tard. Femme de 30 ans avec de légères difficultés à marcher. IRM du cerveau et de la moelle, lésions ovales dans le tronc cérébral et la colonne cervicale. Elle avait récemment émigré d'un pays sous-développé, alors on pensait à une infection atypique, tuberculose. On a fait une ponction lombaire, pas de signe d'infection. Même avec l'aide d'experts en neuroinfectiologie, on ne trouvait rien. En 2 à 3 semaines, elle passe de marcher dans les couloirs à être quadriplégique. Finalement, une lésion grossit assez pour être biopsiée. Résultat, glioblastome. Un cas extrêmement rare dans le tronc cérébral et la moelle. Il n'y avait rien à faire. Elle est rentrée chez elle en soins palliatifs et est morte quelques semaines plus tard. Je me souviens du médecin de mon fils. Il ne pouvait même pas parler correctement en m'annonçant son diagnostic de leucémie. C'était son médecin depuis sa naissance. Mon fils avait 9 ans. C'était une LAM. Il a vaincu la maladie 2 fois. Mais en 2022, une septicémie l'a emporté. Je suis tellement désolé pour la perte de votre fils. J'ai perdu mon beau-fils à cause de la fibrose. Sa mère en est morte aussi quand il était bébé. C'est un vide qui ne se referme jamais. J'ai déjà dû annoncer une mort à quelqu'un que j'aimais. Je devais aller vite pour éviter qu'il l'apprenne sur les réseaux sociaux. J'ai perdu l'usage de mes jambes, me suis effondré en plein milieu de la rue, les larmes coulant sans contrôle. Mais j'étais en colère parce que ma voix ne sortait plus. Le deuil est physique. Je suis tellement désolé. Une chose que la plupart des gens ignorent du point de vue des médecins. Plus un patient est gentil, plus son diagnostic est terrible. Ce n'est pas scientifique. Mais tous les médecins l'ont constaté. J'ai remarqué ça dans la vie en général. Les gens pleins de vie, d'amour et de joie ont souvent moins de temps. Ceux qui détestent tout et sont aigris vivent souvent bien plus longtemps. Mon expérience personnelle? Un gamin de 15 ans. Juste un mal de tête et un ébouché pendant quelques jours. Sa mère pensait qu'il faisait semblant pour éviter l'école. Jour 4 ou 5, il est somnole et ne réagit plus bien. On l'emmène à l'hôpital. Diagnostic, extension intracrânienne d'une sinusite. Une infection des sinus s'est propagée au cerveau. Cela a entraîné une accumulation de pus sous la membrane externe du cerveau, ampième sous-dural, et des caillots sanguins dans les veines cérébrales, provoquant des zones de lésion cérébrale, infarctus veineux. Une grande partie du crâne a été retirée, crâniectomie, pour évacuer le pus et permettre au cerveau d'enfler sans être comprimé. Après la chirurgie, il y a eu une hémorragie importante dans le cerveau. Le lendemain, le pus est revenu, malgré le crâne ouvert et les drains en place. De nouvelles lésions cérébrales sont apparues, cette fois dans la fosse postérieure du cerveau. Quelques jours plus tard, une infection s'est formée de l'autre côté du cerveau. Une deuxième crâniectomie a été réalisée. Mais le cerveau a encore plus enflé, et d'autres infarctus sont apparus. Finalement, le maintien en vie a été arrêté, et il est décédé en 2 à 3 semaines. Les analyses de laboratoire ont révélé des bactéries très inhabituelles. Son état septique était tellement avancé qu'ils n'ont probablement pas pu utiliser ses organes pour un don. Un cas vraiment triste.
Récemment, une dame est arrivée à l'hôpital après 6 mois de toux et une perte de poids involontaire. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais elle repoussait sa consultation pour s'occuper de son mari sous chimio pour un cancer du poumon stade 4. Un scanner a révélé un cancer très avancé qui s'était propagé partout. Poumon, ganglions lymphatiques, os, foie. Absolument déchirant comme conversation. Probablement quelque chose que je n'oublierai jamais. Je suis médecin en obstétrique à haut risque. Quand j'étais interne, nous avons reçu une femme enceinte transportée en ambulance, retrouvée allongée dans une mare de sang. Elle avait environ 36 ans, première grossesse, à 32 semaines, et son mari était en voyage d'affaires. Elle était au téléphone avec lui et lui avait dit qu'elle ne se sentait pas bien, puis il avait entendu un bruit sourd et elle ne répondait plus. À son arrivée à l'hôpital, les secouristes effectuaient un massage cardiaque avec un appareil automatique, et elle était blanche comme un linge. Nous avons fait une échographie et vu que le bébé avait un rythme cardiaque agonique, les derniers stades avant la mort fétale. Nous avons pratiqué une césarienne post-mortem en urgence, directement dans la salle de traumatologie. C'était la première chirurgie sans sang que j'ai réalisée quand le cœur ne bat plus, il n'y a aucun saignement. Nous avons sorti le bébé, il a été transféré en réanimation néonatale avec un protocole de refroidissement, mais a continué à convulser en raison d'un dommage cérébral dû au manque d'oxygène. Les soins ont été arrêtés après quelques heures. Nous avons continué les manœuvres de réanimation sur la mère, mais nous ne l'avons jamais récupérée. Elle a été déclarée décédée après environ 45 minutes, au moment où son mari est arrivé, 5 heures plus tard. J'ai dû lui annoncer la mort de sa femme et de son bébé. Je n'ai jamais entendu quelqu'un crier ainsi, c'était du désespoir à l'état pur. On pouvait entendre la douleur dans sa voix. J'étais père depuis peu, et il m'a fallu du temps pour m'en remettre. Je travaille maintenant en médecine rurale, mais avant cela, j'étais en hématologie clinique et laboratoire. J'ai diagnostiqué de nombreuses leucémies, chez des jeunes et des adultes, et vu beaucoup de morts. Mais l'un des moments les plus déchirants que j'ai vécu s'est déroulé alors que je travaillais au laboratoire. J'ai reçu un appel en pleine nuit d'un de nos scientifiques qui venait d'analyser l'échantillon de sang d'un enfant de 5 ans, envoyé par un médecin d'une région rurale. Les résultats étaient très inquiétants, donc l'équipe a vérifié immédiatement au lieu d'attendre le matin. Quand j'ai regardé les photos des lames sanguines, j'ai tout de suite vu une leucémie fulgurante. Un taux massif de cellules cancéreuses. Presque plus de cellules normales. Un risque très élevé d'hémorragie interne, cerveau, intestin, etc. L'enfant devait être hospitalisé immédiatement, recevoir une transfusion urgente, et être évacué par avion vers un hôpital spécialisé à 1000 km. Mais le médecin qui avait envoyé les analyses était injoignable. J'ai donc essayé d'appeler les parents, mais aucune réponse. J'ai fini par contacter les ambulanciers locaux et leur ai ordonné d'aller frapper à leur porte à 1 heure du matin, pour emmener immédiatement l'enfant à l'hôpital. Pendant ce temps, j'organisais son évacuation aérienne vers la ville. Heureusement, tout s'est bien déroulé. Mais cela m'a brisé le cœur de penser à ce que cette famille a dû ressentir. Se réveiller en pleine nuit avec des gyrophares rouges et bleus. Des ambulanciers frappant à leur porte. Apprendre que leur enfant a un cancer fulgurant. Pour ceux qui demandent, l'enfant a bien été hospitalisé, transfusé sans problème, et a été évacué en toute sécurité vers la ville. Le type de leucémie qu'il avait est très agressif, mais les taux de survie actuels sont supérieurs à 90% à 5 ans. Donc il a probablement bien survécu et aurait terminé son traitement en ce moment même. Un autre cas, un jeune pilote de ligne, dans la vingtaine, a été opéré pour une tumeur bénigne. L'opération était une réussite. Cancer détecté tôt. Il devait rentrer chez lui après le week-end. Mais il a attrapé une infection à staphylocoque doré résistant, MRSA. Le médecin de garde du week-end, débordé, n'a pas réagi face à sa fièvre. Lundi matin, lors des visites médicales, son état a été pris au sérieux, et on a commencé les antibiotiques 4 immédiatement. Mais trop tard. L'infection l'a rendu totalement paralysé, incapable de bouger sauf les yeux. Sa mère a créé un tableau de communication qu'elle a laissé sur son oreiller. Il avait environ 40 mots, qu'il utilisait pour communiquer. Quand je travaillais avec lui, j'essayais de lui parler en mode livre dont vous êtes le héros, où il pouvait choisir des réponses. Un jour, sa mère m'a surpris en train de discuter avec lui, et pour me remercier, elle m'a offert une poignée de tickets de loterie. Je n'y avais pas repensé depuis des années. Histoire personnelle, pas médecin. Ma belle-sœur a été diagnostiquée avec un sarcome synovial il y a 6 ans. Elle a suivi une chimiothérapie pendant longtemps, avec de nombreuses transfusions sanguines, car ses saignements de nez ne s'arrêtaient pas. Une nuit, aux urgences, un médecin a mal lu son dossier. Il a regardé ses résultats sanguins, a fait quelques tests supplémentaires, puis lui a annoncé qu'elle avait un cancer. Elle a éclaté de rire et lui a répondu.
Je suis au courant depuis un bon moment. Sa réaction initiale était incroyable, un pur choc lorsqu'elle a commencé à rire. Le contraste entre son air sombre en entrant et le rire qu'il a eu en la voyant rire était frappant. Elle a vécu encore 3 ans avant de décéder. C'était triste de voir mon frère faire son deuil, et je ne sais pas comment l'aider. Mais il a beaucoup progressé et il va bien maintenant. Pendant mon passage aux urgences, j'ai eu un patient atteint d'un cancer de la prostate métastasé qui est venu avec un fort mal de tête. Un scanner cérébral a révélé qu'il avait une hémorragie cérébrale causée par ces métastases et qu'il lui restait probablement quelques jours à vivre. Quand je le lui ai annoncé, il a eu les larmes aux yeux et m'a dit qu'il devait se marier dans 2 semaines. Alors, cette nuit-là, un autre médecin et moi avons décidé d'organiser un mariage à l'hôpital. Nous avons trouvé un officiant pour le lendemain. Sa fiancée est arrivée dans la nuit. Je me souviens d'eux, assis ensemble, se tenant la main, regardant les étoiles à travers la fenêtre des urgences. Elle a passé la nuit dans le lit à côté du sien, et ils sont restés main dans la main jusqu'au matin. Le lendemain, ils se sont mariés, entourés de quelques amis et du personnel hospitalier. 2 semaines plus tard, il est décédé, mais marié à l'amour de sa vie. J'ai encore les larmes aux yeux quand j'y pense. C'était un moment déchirant et magnifique à la fois, l'une des rencontres les plus marquantes de ma carrière.